Donc, c'est le temps des analyses de cette rencontre ou de ce mini-sommet entre les dirigeants arabes. Nous sommes aujourd'hui, ou nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir avec nous au studio de l'Internet international Yousra Chaaban, professeur de droit international, mais aussi c'est un membre au sein du programme présidentiel. Vous êtes le bienvenu sur l'Internet international. Merci. Merci beaucoup. Donc, ce sommet ou cette rencontre a des dimensions très diverses, une multiple des dimensions très différentes au niveau politique et économique, au niveau de cette action arabe commune. Donc, le message que nous pouvons mettre sur votre analyse, comment de tels sommets arabes successifs comme l'Aqaba, Jeddah, Amman, à Jeddah en Arabie Saoudite et après ça à l'Alamin, renforce de plus en plus ce rapprochement entre arabes, cette action arabe commune, alors qu'on se trouve dans un contexte conflictuel en général. Tout d'abord, en fait, tous ces sommets, comme vous venez de rappeler, il y avait plusieurs sommets, et tous ces sommets, ils visent à unifier la position arabe eu égard les divers dossiers que les pays arabes affrontent en ce moment, et le Moyen-Orient. Il y a plusieurs dossiers en commun que tous les pays arabes essayent, ou les pays pionniers, les pays initiateurs essayent de prendre en charge pour trouver des solutions ou au moins d'unifier la position arabe et de préparer leur prochain sommet arabe qui sera complet en fait par tous les pays, qui sera en novembre 2022 en Algérie. Alors tous ces petits ou mini-sommets, ils visent en premier lieu de tout d'abord unifier la position arabe eu égard les différents conflits et les différents sujets, et d'autre part ils visent aussi la préparation des prochains sommets arabes, dans sa version complète. À quel point vous trouvez que le fait d'avoir une image des Arabes en tant qu'un bloc, c'est très important dans ce monde plein de conflits, plein de crises, et même dans ce monde où se trouvent beaucoup des tentatives de polarisation. En fait, cette unification arabe, elle n'est pas de ce jour uniquement. On a dans notre histoire des exemples et des expériences d'unification arabe, comme l'unification qui a été entre l'Égypte et la Syrie. Et c'est pas que ça, on a toujours des unifications au niveau militaire, par exemple entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, aussi l'Égypte et la Jordanie. Alors c'est pas seulement une unification de nos jours, mais ils essayent de faire revivre en fait cette unification arabe et d'unifier la position arabe concernant les différents sujets en ce moment. Comment vous trouvez cette nouvelle politique adoptée par les pays arabes, notamment l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Irak, la Jordanie, le Bahreïn, en ce qui concerne la tenue des sommets ou des mini-sommets pour évaluer, réviser ce qui a été accompli et pour, comme vous avez dit, la préparation en ce qui concerne l'avenir. En fait, il y a plusieurs dossiers en commun et tous les pays arabes, on peut dire plus ou moins, ils passent
par les mêmes conflits ou par les mêmes dossiers. Ils ont plusieurs dossiers en commun, par exemple le dossier de l'énergie, le dossier de l'investissement, le dossier du conflit ou de la délimitation des frontières libanaises israéliennes, le conflit palestinien-israélien. Il y a plusieurs, la situation en Libye, la situation au Yémen, la situation en Syrie, la situation en Irak. Alors les chefs de ces pays, y compris l'Égypte, vu sa position et son histoire et son rôle pionnier depuis toujours pour les conflits arabes, etc. Ils ont pris le devant, ils ont pris l'initiative pour trouver des solutions pour ces conflits, pour ces divers conflits. Oui, en ce qui concerne ces conflits, vous avez mentionné ou même... plusieurs, plusieurs dossiers. Oui, en fait, récemment, il y avait cette intervention égyptienne pour apaiser la situation dans la bande de Gaza. C'est pourquoi, par exemple, on trouve que les dirigeants arabes ont renouvelé leur soutien aux efforts déployés par l'Égypte afin d'établir la paix, la sécurité et la stabilité outre la coopération conjointe. Donc, je dois m'arrêter ici devant les efforts de l'Égypte visant à établir la paix, la sécurité et la stabilité. Toujours l'Égypte a des principes pour arriver à atteindre ce but. Ma question, avant d'arriver à ces principes, ma question porte sur comment vous trouvez l'importance d'avoir de tels soutiens en Égypte dans ce temps précisément? En politique, en fait, les rôles ou les positions se prennent et s'écrivent dans l'histoire. Et on ne nie pas, personne ne peut nier le rôle de l'Égypte dans l'histoire depuis toujours pour le soutien du conflit palestinien. Y compris Abdel Nasser, le président Sadat, Hosni Moubarak. En fait, tous les présidents égyptiens ont essayé de soutenir au maximum, ou on peut dire autant qu'ils ont pu. Voilà, parce que tout contexte ou toute situation, elle a son contexte. Tous les présidents égyptiens ont essayé de soutenir le conflit palestinien. De soutenir les droits des Palestiniens. Parce que l'Égypte, elle ne soutient pas les Palestiniens, mais on soutient la légitimité, on soutient le droit. Là, l'Égypte, elle parle droit international, elle parle des cartes sûres. Elle a entre les mains des choses sûres et elle met en devant la légitimité internationale, le droit international. Pareil comme on a fait pour notre conflit en ce qui concerne l'eau. Le conflit égyptien-éthiopien pour le Nil. Alors l'Égypte, elle est toujours dans la tendance ou dans la politique de négociation et dans la défense conformément au principe de droit international. Voilà, du droit international. Là, on est en garantie ou on essaye de protéger ou de mettre en devant le droit international. Et comme on dit toujours dans la politique, les positions s'écrivent dans l'histoire. Ils s'écrivent dans l'histoire. Alors, on va toujours mentionner que l'Égypte, elle était là pour le soutien du peuple palestinien. Elle était toujours là pour défendre le droit international et la légitimité de ce peuple à son territoire. Donc l'un des principes qu'adopte l'Égypte toujours dans sa politique étrangère ou même à l'intérieur, c'est comment conserver le droit international. Oui. À la lumière de ça, il y a d'autres principes et d'autres expériences égyptiennes. C'est comment l'Égypte essaie toujours de soutenir les institutions des États, les institutions étatiques face au confessionnalisme, face au terrorisme, ou face aux groupes terroristes. Oui. En fait, moi, je me rappelle bien, j'étais une fois en dialogue avec un collègue politicien tunisien. Il me disait que les conflits, en fait, pour juste illustrer ce que vous venez de dire, que ce qu'on a en Égypte,
en lutte contre le terrorisme. Il est là en Tunisie, il est là en Algérie, il est partout dans les pays arabes. Oui. Alors, en Libye, par exemple, au Yémen, de vous laisser, en Syrie. avant de vous laisser l'espace de parler, ce sommet, l'un des messages de ce sommet ou de cette rencontre, ce sommet se trouve, ce mini-sommet se trouve à presque 400 km des frontières libyennes, où là-bas, toujours des conflits entre les groupes, entre les institutions de l'État. Et en même temps, il y a en Irak cette tendance de confessionnalisme. Mais l'Égypte adopte toujours cette politique, renforcer les institutions contre... En fait, en politique, ce que vit le monde arabe en ce moment et le Moyen-Orient, c'est une phase islamique ou c'est une phase de terrorisme. Peut-être on va tourner la page et on va donner le pouvoir, quand vous dites, aux institutions étatiques. Et j'espère qu'il n'y aura pas plus de chaos ou plus de conflits internes dans chacun de ces pays. C'est un problème commun entre tous ces pays, mais j'espère qu'on arrive à soutenir ou à protéger ces institutions étatiques, ces institutions nationales. Toujours l'un d'autres principes adoptés par l'Égypte pour résoudre les questions de conflit régional, c'est comment arriver à doper plus d'investissements ou comment investir dans le développement pour faire face aux groupes terroristes, pour renforcer les États ou les institutions étatiques face aux groupes terroristes. Donc, c'est un autre principe. Oui. C'est une expérience égyptienne, en fait. On peut dire que là, c'est la réalité qui compte. Ce qu'on exécute au niveau quotidien pour les citoyens, c'est ça qui compte et c'est ça qui reste pour soutenir les institutions nationales, étatiques de chacun de ces pays. Ouais. En fait, j'aimerais m'arrêter encore une fois devant ce qui a été révélé de la part du porte-parole présidentiel. Les dirigeants arabes ont révélé leur soutien aux efforts déployés par l'Égypte afin d'établir la paix, la sécurité et la stabilité. Outre la coopération conjointe dans les divers domaines, centrés sur les valeurs de la confiance et du respect mutuel pour réaliser les aspirations des peuples de la région. Donc, si je peux dire, c'est... Ce sont des valeurs, en fait. C'est pas que des droits, sont pas que des positions qu'ils vont adopter, mais sont quand même des valeurs. Quand par exemple, il y avait au niveau de... à l'époque de Abdel Nasser, l'idée de Al-Qawmiyya, le nationalisme arabe. Il y a en fait des valeurs que les pays arabes et le Moyen-Orient, ils essayent en fait de conserver et de mettre en devant, parce que sans ces valeurs, ces pays arabes n'auront pas la même position et la même histoire qu'ils avaient autrefois. Oui. En fait, encore une fois, ce sommet intervient alors que il y a des négociations en ce qui concerne le nucléaire iranien. Bien sûr. Oui. Donc, d'après vous et d'après les différents sommets tenus par les Arabes, comment vous avez observé leur position vis-à-vis de tels accords? En fait, ce mini-sommet à Al-Amin, il vient à peu près un mois après la visite de Joe Biden à l'Arabie Saoudite. Alors, c'est pas rien, hein, c'est un message fort qui sera adressé aux États-Unis, à tous les pays, parce que le fait de... c'est significatif, en fait, la date même, le choix de la Al-Amin, le choix de la date de ce petit sommet, les 5 dirigeants des grands pays arabes qui ont contribué, tout ça, c'est un message au niveau international, à adresser au niveau international. C'est un message fort. Oui, oui. Un autre point ou une autre question concernant la tenue de cette rencontre, c'est il y a toujours des tentatives de la part de la Turquie pour se rapprocher de l'Égypte
pour se rapprocher même du régime syrien. Donc, comment vous trouvez, si je peux dire, est-ce que la scène arabe, ou les dirigeants arabes, ou la politique générale des Arabes, va accepter ça de la part de la Turquie ou, comment vous trouvez la situation? La politique arabe-Turquie, elle a passé en fait par des étapes et des phases et des périodes de crise. On peut la qualifier de crise, mais en ce moment, on garde la distance. Voilà, c'est pas une période de crise, mais elle essaye. Elle essaye. Une tentative. Est-ce que cette tentative serait fructueuse? Je ne pense pas. Mais moi, personnellement, je ne pense pas. Je peux reformuler ma question. L'Iran se trouve jusqu'à maintenant, si je peux dire, dans un bras de fer avec les pays du Golfe, notamment, ou menace les pays du Golfe avec leur nucléaire. La Turquie a menacé, bien sûr, la sécurité arabe en général. Elle occupe des terrains irakiens, syriens, il y avait des interventions au sein de la Libye, elle menace l'Égypte, mais justement, il y a un point tournant ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous trouvez que la Turquie essaye de prendre une voie ou un chemin tout à fait différent des Iraniens, notamment à cause de sa situation économique et financière dégradée? Détériorer plutôt? En fait, ce n'est pas dans son intérêt de perdre totalement les pays arabes. Ce n'est pas dans son intérêt de perdre carrément ses investissements dans les pays arabes. Elle a bien investi en Égypte, en Tunisie, en Algérie. La Turquie, je ne pense pas qu'elle va perdre ses terrains, même économiques. Je veux dire, ses gains économiques qu'elle a réalisés ces dernières années. Elle adopte peut-être une autre voie ou une voie différente que l'Iran, peut-être, mais on reste toujours dans un schéma de tentative. Je ne sais pas, elle va essayer, mais est-ce qu'elle aura cette harmonie avec les pays arabes? Moi, personnellement, on ne sait pas encore, on attend voir les résultats, mais sa situation actuelle, elle est bien sûr meilleure qu'autrefois. Elle est bien sûr meilleure que quelques années en arrière. On va voir en fait les résultats. Elle a vu qu'elle est la grande perdante. Elle va perdre en fait. Elle va perdre. Elle est en fait la grande perdante sur le terrain. Et quand on va dire perdre, c'est au niveau financier. Elle va perdre ses investissements économiques qu'elle a déployés pour des années dans les pays arabes. Alors c'est pas dans son intérêt de prendre cette voie. Mais elle peut essayer. Est-ce que nous pouvons dire qu'elle a goûté, savourer la force des Arabes en tant qu'un bloc? Il y avait cette situation, cette position plutôt très forte de la part des pays arabes du Golfe et l'Égypte ainsi que l'Irak face à la Turquie. D'accord, mais elle a senti ceci récemment, ces dernières années, lorsque les pays arabes ont commencé à prendre le devant et à faire un petit bloc ou des petits sommets. Mais autrefois, c'était toujours l'Égypte, la Jordanie, peut-être parfois les Émirats arabes unis, mais par exemple 10 années en arrière, ou 6 années en arrière, on n'avait pas les mêmes acteurs sur le terrain. Alors les 5 pays arabes, là, moi je trouve que c'est une force, sont des pays très forts, sont des pays qui peuvent présenter quelque chose, qui peuvent jouer en fait en bloc, ils peuvent avoir un rôle important ils peuvent être des acteurs pionniers, des acteurs vraiment joueurs au niveau international. Au lieu d'être toujours sur la position de la réaction. Oui, ils vont essayer de créer les situations. C'est pour ça qu'ils veulent unifier les situations arabes, les positions arabes eu égard les différents sujets. Je crois même
après 2011, il y avait des Arabes qui étaient dans une situation chaotique. Mais aujourd'hui, non. Le message qu'on a, ou les accomplissements qu'on a pu réaliser, c'est la nouvelle ville d'Al Alamein, ou le mot Alamein. Je crois que c'est un message très fort dont on va discuter, mais justement après ce petit reportage de Salih Hamadi Arachoucha. La nouvelle ville de l'Alamein, dans cette nouvelle ville, on continue à travailler pour attirer davantage d'investissements étrangers et locaux afin d'établir de divers projets touristiques en vue de réaliser les objectifs de développement. Les investissements dans la nouvelle ville de l'Alamein étaient divisés en 3 secteurs principaux. Il s'agit des secteurs des services publics, du logement et des services. L'État cherche à faire de la nouvelle ville de l'Alamein une destination pour le tourisme local et mondial et être l'une des stations balnéaires les plus importantes de la côte méditerranéenne. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné le coup d'envoi en 2018 à la première phase de la nouvelle ville de l'Alamein située au gouvernorat de Matrouh à la côte nord. Il a parallèlement lancé les travaux de l'installation de 4 nouvelles villes, à savoir la nouvelle ville de Rafah, celle de Salem Misr au nord Sinaï, la nouvelle ville de l'Ubour ainsi que la nouvelle ville de Mansoura au delta. Des inaugurations qui s'inscrivent dans le cadre d'un vaste plan du développement urbain axé sur l'installation des villes de la 4e génération, des villes durables. Comme l'affirme le gouvernement, la nouvelle ville de l'Alamein est l'une des plus importantes villes de la 4e génération qui sera construite conformément aux normes architecturales modernes respectueuses de l'environnement. S'étendant sur une superficie de 48 000 feddans et située à 104 km d'Alexandrie et à 240 km au nord-ouest du Caire, la nouvelle ville de l'Alamein s'inscrit aussi dans le cadre d'un vaste plan du développement de la côte nord, un littoral qui, selon les experts, possède tous les atouts pour en faire une destination idéale pour les investisseurs comme pour les touristes. Lors de la cérémonie de la pose de la pierre angulaire de la nouvelle ville de l'Alamein, le président a énuméré les objectifs de l'orientation du gouvernement vers l'installation des villes de la 4e génération. En premier lieu, à offrir de meilleures conditions de vie aux Égyptiens. Donc, ma question, à quel point vous trouvez que la nouvelle ville d'Al Alamein ou le New Alamein représente des prémices de la naissance d'une nouvelle république égyptienne à pied ferme, à pied fixe, tout à fait un État rajeuni? En fait, le choix du placement de la location, c'est très important parce que la nouvelle ville de l'Alamein, elle est considérée comme des villes de la 4e génération. Oui. Et on n'oublie pas qu'il y a maintenant le nouveau aéroport à Al-Alamein. Il y a de nouvelles constructions. Et l'Égypte, quand on dit une nouvelle république, c'est qu'on est sûr on a assuré de nouvelles constructions, on a pu faire de l'infrastructure, c'est un investissement déjà, ça prend beaucoup d'argent et beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et troisième chose, qu'il y a des travailleurs, des employés dans ces régions-là. Alors maintenant, l'Égypte, elle adresse un message très important, c'est que ces frontières, ils sont bien sécurisées parce que la ville de l'Alamein, elle est vraiment au nord-ouest de l'Égypte, presque vers la frontière libyenne. Alors tout d'abord, c'est un message important pour la sécurité, que l'Égypte, elle est capable de sécuriser ses frontières. Deuxième chose, qu'on est capable de bâtir, de construire de nouvelles villes à hauteur internationale. Troisième chose, qu'on est réceptif du tourisme et de l'investissement et de tout déplacement et de
mobilité. C'est pour ça qu'on a fait un nouveau aéroport et ainsi de suite. On dit une nouvelle ouverture. J'aimerais même ajouter une chose très importante à votre parole. Il y a actuellement des manœuvres militaires conjointes entre plusieurs pays arabes et étrangers avec l'Égypte qui s'appellent Hercules 2 ou Hercule 2, qui se trouve dans la base de Mohamed Naguib sur la côte nord. C'est tout à fait à côté de la ville d'Al Alamein. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est un autre message. Encore une fois, c'est un message multidimensionnel. À propos d'Al Alamein, on trouve que, par exemple, le pape Tawadros II a fait une déclaration très importante. Toutes les réalisations de la nouvelle ville d'Al Alamein ne sont qu'un exemple de développement en cours en Égypte. C'est ce qu'a déclaré lundi le pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc à Tawadros II. Le pape a tenu ses propos lors d'une rencontre avec le Premier ministre Moussaf Madbouli lundi en présence de la ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Sohra Gendi, et près de 90 jeunes participants au 3e forum Logos pour la jeunesse 2022, tenu sous le thème Retour aux racines, avec la participation d'un certain nombre d'évêques et de chefs d'église. S'adressant aux jeunes, le pape Tawadros a déclaré, je cite, « Ne croyez pas les médias qui présentent une image déformée de l'Égypte. Vous devez toujours garder à l'esprit la belle image que vous voyez en réalité, qui s'améliore de jour en jour, et vous devez transmettre cette image aux pays dans lesquels vous vivez et être les meilleurs ambassadeurs de l'Égypte. » Le pape a de même évoqué le projet Vie décente qui est au service de 60 millions de citoyens à la campagne dans les zones où les services ne sont pas suffisamment fournis. Vous avez des commentaires? Oui, bien sûr, c'est un message très très important parce qu'il assure, et ça concerne, je ne veux pas dire, je vais mettre entre guillemets les minorités, la minorité chrétienne en Égypte. Ça veut dire que le pape, il est bien d'accord en ce qui concerne les projets de construction. Il est bien conscient. Il est d'accord. Il essaye même de révéler ce qui se passe en réalité sur le terrain parce qu'il y a beaucoup de gens ou des médias qui essayent de déformer la réalité, en fait. Lui, il est conscient, mais pas que conscient. Il veut dire, moi je présente aussi mes soutiens. Moi je suis là et toute la minorité catholique chrétienne qui vit en Égypte, on est là pour soutenir notre pays. On est là derrière notre président et on accepte et on est d'accord avec ses investissements, avec ses accords, avec cette mobilité, avec ces nouveaux changements ou ces nouveaux actes sur le terrain. Hier, le lundi, comment vous avez vu cette image qui a rassemblé 5 dirigeants arabes, le président à côté de ses frères dirigeants arabes, et il y avait cette inauguration de Régal et d'un resort, d'une station balnéaire qui est, si je peux dire, et qui va faire une sorte de concurrence avec les grandes stations balnéaires qui se donnent sur la Méditerranée. En fait, moi j'ai vu, pour analyser ça, moi je peux la résumer en 2 termes. Tout d'abord, c'est une fraternité entre l'Égypte et les autres pays arabes. Et deuxième chose, c'est une complémentarité. Et cette complémentarité, elle est industrielle, elle est touristique, elle est politique, elle est culturelle. Voilà, elle est de l'investissement. Il y a ces deux, à mon avis, le message qu'on peut tenir de cette union inter-arabe, ce sont ces 2 messages. La complémentarité, voilà, ce sont 2 messages très importants qu'on doit tenir, c'est la fraternité et la complémentarité. Oui, mais un autre message, comment vous avez vu l'instrument politique pour faire une sorte de promotion
touristique et d'investissement. C'est dans la continuité, c'est une harmonie, c'est une cohérence de la politique qui est entretenue depuis plusieurs mois et plusieurs années. Ouais. On a vu il y a quelques mois, voire juste un mois, il y avait cette union entre aussi l'Égypte, le Bahreïn, la Jordanie, les Émirats arabes unis pour cette complémentarité industrielle. Ouais. Ouais. Et pour ces différents Et pour prouver que secteurs. et pour prouver même que l'Égypte est la terre d'opportunités, non seulement au niveau arabe, Oui. mais aussi au niveau des Européens et au niveau international, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui. Malheureusement, je n'ai plus de temps pour arriver à même analyser d'autres points. C'est pourquoi pas maintenant vous remercier infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée à vous et bonne soirée à vous, chers téléspectateurs. Il me reste que vous dire au revoir et à la prochaine.